Bienvenue à tous. Merci d'être venus. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Merci d'être venus en nombre pour cette conférence dont l'enjeu n'est sans doute pas besoin de rappeler. Tout d'abord, remercions l'ENS et le groupe d'études géopolitiques qui nous accueille ici. Ce projet de think tank européen qui a vu le jour il y a quelques années et qui progresse. Nous remercions aussi le média en ligne Asialist, dont Patrick de Jaclot est ici le représentant. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à Patrick de Jaclot qui va présenter les intervenants et puis éventuellement quelques éléments sur les enjeux de ces élections indiennes qui nous animent, qui nous intéressent aujourd'hui. Merci Yves-Marie. Bon, je suis donc Patrick de Jaclot, je suis journaliste. J'ai passé à Delhi les années 2008 à 2015 comme correspondant de différents journaux, essentiellement Les Échos. Et j'écris désormais pour Asialist, asialist.com. Je vous invite à visiter, site qui traite l'actualité et qui analyse ce qui se passe dans l'ensemble de l'Asie, de l'Afghanistan jusqu'au Japon. Outre la production du site internet, nous avons également toute une activité d'organisation d'événements comme la soirée d'aujourd'hui en est un bon exemple. Bien, alors c'est dans 3 jours, jeudi, que sera donné le coup d'envoi du processus des élections indiennes, un processus assez incroyable tout de même pour ceux qui ne sont pas familiers avec lui. Juste 2 ou 3 chiffres, 7 phases de vote qui vont donc de jeudi prochain jusqu'à fin mai, 900 millions d'électeurs dont 20% vont voter pour la première fois, 9000 candidats pour 543 sièges, 500 partis politiques, 1 million de bureaux de vote, plus de 10 millions de personnes s'occupant de l'organisation et de la sécurité du processus électoral. Voilà, c'est quelque chose. Il n'y a l'équivalent nulle part au monde. Les résultats seront donc connus le 23 mai. Vous voyez que ça va nous occuper pendant quelques semaines. Ces élections vont avoir une importance cruciale parce que, pour mémoire, il y a 5 ans, en 2014, les élections générales avaient débouché sur un résultat complètement inattendu, c'est-à-dire un raz-de-marée remporté par Narendra Modi, qui est devenu Premier ministre, et son parti, le BJP. C'est la première fois depuis une trentaine d'années qu'un parti remportait une majorité absolue à l'Assemblée à Delhi. Cette victoire de Modi, elle était intervenue sur 2 thèmes. Un thème explicite développé pendant toute la campagne, c'est-à-dire les promesses de développement économique de l'Inde et de création d'emplois, et puis un thème beaucoup plus implicite, celui de l'idéologie de l'Hindutva, c'est-à-dire de la suprématie de l'hindouisme sur les autres religions en Inde, qui, lui, n'était pas défendu expressément par Modi, mais qui constituait une espèce de substrat de toute la campagne. Et donc, pour analyser l'élection qui commence dans quelques jours, il est évidemment essentiel de regarder ce qui s'est passé sur ces 2 fronts pendant les 5 années écoulées. Alors pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 experts de premier plan. Nous avons Isabelle Joumard, qui est économiste et responsable des études sur l'Inde à l'OCDE. Nous avons Christophe Jaffrelot, qui est directeur de recherche au CERI et professeur à Sciences Po. Christophe vient de publier un nouveau livre qui s'appelle L'Inde de Modi, national-populisme et démocratie ethnique. Alors, vous en avez une pile sur la petite table là-bas, et à la fin de la conférence, vous pourrez vous procurer le livre et le faire dédicacer par Christophe Jaffrelot. Et enfin, nous avons Jean-Luc Racine, qui est directeur de recherche au CNRS et membre d'Asia Centre. Donc, pour commencer, Isabelle Joumard va nous présenter un petit bilan économique des 5 années de Narendra Modi. Ok, merci beaucoup et merci Patrick et Asialist de cette invitation.
J'ai 10 minutes, donc ça va être assez rapide. Peut-être avant de commencer sur vraiment le bilan de Modi, je pense qu'il faut revenir sur la situation économique avant, qui a fait l'élection de Modi et le raz-de-marée. Donc en fait, en 2013-2014, c'est vraiment les grandes questions économiques. C'est l'inflation. On a une inflation galopante à plus de 10%. Qui est particulièrement dommageable pour les plus démunis parce qu'ils voient leur pouvoir d'achat complètement amputé. Il y a un déficit de la balance des paiements qui est aussi très important et qui a conduit à une crise violente dans l'été 2013 avec des pressions déflationnistes fortes sur la roupie. Et puis enfin, il y a des conditions de finances publiques avec un dérapage de la dette et des déficits qui posent des problèmes de financement. Et du côté des banques, on a un système qui est complètement empêtré dans des créances douteuses qui bloquent en fait le financement de l'économie. Donc ça, c'est la situation qui conduit finalement à l'élection de Modi. Donc, alors, comment j'avance? Il y a une souris? Non, je peux appuyer sur l'espace. Espace. OK. Donc, sous Modi, donc, en 2014, je vous ai fait une petite barre. On voit qu'effectivement, l'inflation qui oscillait pas très loin de 10% est réduite considérablement pour s'établir actuellement autour de entre 2 et 3%. On a un déficit de la balance des paiements courants qui s'effondre et donc qui atteint plus de 6% en 2013, qui précipite l'Inde dans une crise économique, dans une crise des balances des paiements en 2013, classé avec le Brésil, l'Afrique du Sud. L'Inde était classée comme parmi les 5 fragiles. Donc on voit en 2013 un solde de la balance des paiements courants très négatif en pourcentage du PIB, et on voit une amélioration même avant, j'ai envie de dire, l'élection du Premier ministre. Et puis finalement, depuis 2014, le solde de la balance des opérations courantes reste plus modéré, même si ces dernières années, il a eu tendance à s'effondrer un peu avec la hausse du prix du pétrole. Après, en termes de croissance, alors cette première ligne vous montre, j'ai normé à 100 en 2014, au début du mandat du Premier ministre Modi, et on voit que le taux de croissance du revenu national en termes réels était de 7,5% sur la période, par rapport à 7,3% si on prend la période qui commence en 2006. Alors après, ce que je vais vous montrer, c'est comment ça se compare avec d'autres pays, puisque c'est quand même une variable importante. Donc la moyenne des pays du G7, on voit qu'il y a une croissance très faible, mais si on compare à d'autres pays, à d'autres BRICS, on voit, je crois que la Chine est un comparateur important. Donc la Chine, dans la période antérieure, avait un taux de croissance beaucoup plus élevé, près de 10%, et finalement, dans la période après 2014, fait moins bien en moyenne que l'Inde. Même chose pour, alors là je vous montre, je vois mal, l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc on voit effectivement quelque chose qu'on a souvent entendu, que sur les 2 dernières années, l'Inde connaît le taux de croissance parmi les pays du G20 qui est le plus élevé. Donc c'est un des grands succès de Modi. Alors, quels ont été les moteurs derrière ces très bonnes performances? Alors d'abord, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y a eu des circonstances extérieures. Donc le premier, c'est la baisse du prix du pétrole, qui a vraiment eu un rôle important pour l'Inde, parce que l'Inde est un importateur net. Donc la baisse du prix du pétrole joue sur l'inflation, va jouer sur le compte courant, puisque c'est un importateur net, facilite aussi les finances publiques et redonne du pouvoir d'achat aux ménages. La deuxième chose, c'est que finalement, après 2014, on a quand même un mouvement de reprise dans les pays de l'OCDE, donc ça crée des nouveaux marchés pour l'Inde. Bon, cela dit, en dehors des circonstances extérieures, je pense qu'il faut reconnaître à ce gouvernement d'avoir mis en place certaines réformes, et des réformes importantes. Alors j'en ai listé quelques-unes, mais je pense que celle qu'on notera de façon importante, c'est la mise en place d'un nouveau cadre de politique monétaire, avec ce qu'on appelle le ciblage de l'inflation, qui a été relativement efficace. La mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée, la Good and Service Tax,
Alors ça, je dis tout de suite que ce n'est pas la réforme de Modi, puisque ça fait 20 ans qu'on essaye de préparer cette réforme, mais elle a quand même été mise en application en 2017, donc sous le gouvernement Modi. Une loi qui est aussi importante, c'est la loi sur les faillites, qui a été beaucoup poussée par Arvind Subramanian, qui était le chief économiste de l'Inde pendant quelques années. Et de l'autre côté, à droite, c'est les réformes qui sont toujours en cours, donc un processus de réforme, une simplification des processus administratifs et réglementaires, et qui ont été classés sur Ease of Doing Business ou Make in India. Une volonté de réforme des réglementations du travail qui n'a pas avancé beaucoup. On a juste réformé la loi sur l'apprentissage. Et puis, ce qui me semble important, c'est l'amélioration très nette des infrastructures, notamment les routes et l'électricité. Donc, je vais revenir un peu sur certaines d'entre elles. Après, je vais être plutôt dans ce qui n'a pas fonctionné autant qu'on aurait voulu que ça fonctionne. Donc, un des projets de Modi, c'était effectivement la relance du taux d'investissement avec l'idée de Make in India. Et ce qu'on voit ici, c'est que donc ce graphique, ça vous montre le taux de formation brute du capital fixe, donc l'investissement en pourcentage du revenu national. Et on voit qu'il y a une baisse à partir de 2007. Et sous le gouvernement Modi, on a enrayé la baisse, mais on n'a pas vraiment insufflé une nouvelle hausse du taux d'investissement. Et c'est important, pourquoi? Parce que si on fait des comparaisons internationales, on se rend compte que le taux d'investissement en Inde, pour une économie avec un besoin de croissance énorme, il est encore inférieur à celui des principales économies émergentes, en particulier la Chine et l'Indonésie. Alors bien sûr, le Brésil est un cas un peu particulier, mais comme vous avez vu, le Brésil, c'est un pays qui, pour l'instant, n'est pas très dynamique. Je vais passer sur celui-là. En termes d'infrastructure et d'investissement, pour moi, une mesure qui a été très importante, c'est l'annonce en 2018 par le gouvernement que tous les villages étaient électrifiés. Et ça me semble important parce que c'est important pour l'économie, pour qu'une entreprise manufacturière puisse produire, mais c'est aussi important pour les Indiens. Alors, ce qu'on voit effectivement, comment on en est arrivé là, c'est une très forte augmentation des capacités de génération électrique. Et comme on le voit, finalement, cette hausse des capacités de génération, finalement, elle a été entamée, j'ai envie de dire, depuis 2010. Donc, ce n'est pas le succès de seul Modi, mais c'est des réformes qui ont été prolongées sous l'ère de Modi. La petite nuance, c'est que finalement, si on regarde en termes de qualité d'accès à l'électricité, on se rend compte qu'il y a moins de 50% de la population qui a accès à l'électricité plus de 12 heures par jour. Donc il y a encore vraiment un problème d'accès à l'électricité. Alors là, c'est vraiment le point le plus compliqué, c'est la question de la création d'emplois. Alors, il y a un débat ou une polémique actuelle en Inde qui est celui de la disponibilité des chiffres de l'emploi. Il y a une enquête quinquennale qui aurait dû paraître en 2018, qui, semble-t-il, a été validée par la commission statistique et qui n'a pas été publiée. Et donc, ce que je vous montre, ce n'est pas les chiffres officiels, c'est les chiffres qui ont fuité dans la presse. Donc, c'est une copie d'un article de journal. Et comme vous le voyez, en fait, le taux de chômage, donc à gauche, a atteint un niveau historiquement haut de 6,1%. Et ce qu'on ne dit pas, qui n'apparaît pas sur ce graphique, c'est qu'en plus, les gens qui travaillent sont souvent dans des conditions de travail assez précaires. Et deuxième chose, que le nombre de gens qui essayent de trouver un emploi est en déclin. Donc c'est vraiment un problème de malfonctionnement sur le marché du travail. Alors, il y a toute une polémique sur les chiffres. Donc, je vous ai mis un autre article copié-collé d'un journal, un autre institut de recherche indépendant, le CMIE, qui montre que en 2018, on a réellement aussi observé une montée graduelle du taux du chômage. Donc, c'est un problème qui est récurrent, mais qui s'aggrave. Et ce qui est important de savoir, c'est que comme on n'a pas l'enquête auprès des ménages, on n'a pas d'informations sur les inégalités de revenus. Mais ce que j'ai mis ici, c'est les informations les plus récentes qu'on peut obtenir sur les inégalités, qui concernent les inégalités de richesse.
Donc, ce qu'on montre ici, c'est que les 1% les plus riches en Inde disposent de plus de 50% de la richesse nationale. Et donc, seule la Russie fait pire. En France, on est à 20% à peu près. Donc, il y a un vrai problème de création d'emplois et d'inégalité de revenus et de richesse. Alors, je crois que j'ai dépassé mon temps. Mais si je peux dire rapidement, vraiment, les grands enjeux maintenant, c'est tout ce qui concerne les questions sociales. Donc ici, c'est les dépenses en matière de santé. Et comme vous le voyez, les dépenses en pourcentage du PIB, donc l'Inde est la troisième en partant de la gauche, des dépenses très faibles. Et ce qui est frappant, c'est le très faible taux de dépenses publiques qui est à moins de 1,5% du PIB. Donc c'est cette petite partie. Donc ça, c'est une grosse contrainte. On le voit en termes de lits d'hôpitaux. L'Inde fait moins bien que le Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie. Et donc, le débat actuel vraiment est relancé sur la question des préoccupations sociales, le nouveau welfare state. Et donc, ce qu'on a vu dans les derniers mois, on a vu l'annonce d'une nouvelle assurance santé pour les hôpitaux, l'accès de tous à une assurance pour les soins hospitaliers. Ce qu'on a vu encore de façon beaucoup plus récente, c'est la création d'un revenu minimum pour les agriculteurs, les petits agriculteurs, avec j'ai envie de dire, une surenchère du côté du Congrès actuellement. Et puis l'annonce de la création d'un système de pension de retraite pour les travailleurs du secteur informel, c'est à peu près 90% des travailleurs. Et donc la grande question, mais que je ne vais pas aborder là, c'est comment on finance toutes ces promesses de campagne. Merci Isabelle. Je passe maintenant la parole. Vous avez un PowerPoint ? Non. Je mets juste sur l'image. Merci beaucoup Patrick. Je vais enchaîner puisqu'en fait, effectivement, la campagne, elle se greffe sur le bilan. Et je vais procéder en deux temps tout à fait robustes et simples, à savoir la campagne de Modi d'abord, et puis la campagne du Congrès ensuite. Et vous noterez bien que je distingue d'un côté un homme et de l'autre côté une formation politique. Alors, il est évident que la campagne que Narendra Modi anime aujourd'hui est très différente de celle qu'il a conduite en 2014, et pour la bonne raison que ce qu'il avait promis en 2014, des emplois, eh bien, il n'est pas parvenu à le délivrer, comme on dirait en anglais. Les chiffres que l'on cherche à cacher, puisqu'en fait, si le NSSO n'a pas réussi à publier les chiffres qu'il doit normalement publier à intervalles réguliers, c'est parce que l'on en a empêché, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs les deux statisticiens professionnels qui dirigeaient l'organisme à démissionner et à livrer les données en démissionnant. Ce que dit le SMIE est la seule source maintenant dont on dispose en vérité dans un pays où les données sont de plus en plus rares, eh bien, c'est que non seulement le taux de chômage global s'accroît, mais que le chômage des jeunes s'aggrave considérablement. Vous avez maintenant 28% des 24 ans qui sont sans emploi, et plus on est diplômé, moins on a de chances de trouver un emploi, ou plutôt plus on continue à en chercher, faute d'en trouver un à la hauteur de ses espérances. Vous avez donc une formidable frustration de la part de toute une jeunesse qui avait voté Modi il y a 5 ans dans l'espoir d'avoir les Hatchedin promis. Donc comme on ne peut pas promettre 2 fois des jours heureux, sauf à être un peu dans le bégaiement, eh bien, Modi est passé du développement à la sécurité, du Vikas Purush au Chokidar. Et donc, c'est une trajectoire que je vais résumer en quelques mots. Le programme qui nous a enfin été livré ce matin, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que ce parti n'a pas éprouvé le besoin de donner des lignes programmatiques avant, et c'est seulement 3 jours avant le vote qu'on est censé savoir ce qu'il ferait, eh bien ce programme ne parle presque pas de développement.
hein. Et quand il en parle, c'est sur le mode assez démagogique que l'on connaissait déjà, mais qui ne s'arrange pas. Nous doublerons le revenu des paysans d'ici 2022. C'est ce qu'on appelle un wishful thinking. Nous doublerons, c'est un mot qui revient souvent dans ce programme, on double d'ici 2022. Donc d'ici 2022, on doublera aussi le nombre de kilomètres d'autoroutes qui auraient été construits. Et puis aussi une maison pour tous d'ici 2022. Bon, ce sont les grandes têtes de chapitre, mais l'essentiel est ailleurs cette fois-ci. Ce n'est pas le développement que Modi promet, c'est la sécurité. La sécurité et la défense de la nation, tant en interne que vis-à-vis des menaces extérieures. On revoit des choses qui sont déjà dans l'air du temps, abolition de l'article 370 et de l'article 35A qui accordent une autonomie au Cachemire, mise en œuvre du Citizenship Amendment Bill qui remplacerait le droit du sol par le droit du sang dans ce pays d'une manière absolument intégrale. Et c'est au nord-est que la question se pose le plus, notamment en Assam. Abolition du triple talaq qui est le serpent de mer, si j'ose dire, des programmes du BJP, à savoir empêcher que les femmes musulmanes puissent être répudiées en vertu de la charia. Voilà ce qui apparaît en tête des différents articles de son programme. Et c'est dans la lignée de ce qu'on a vu pendant 5 ans, puisque s'il y a un bilan économique qui reflète, je dirais, des réussites contrastées, il y a un bilan identitaire qui, lui, ne laisse aucun doute, à savoir les minorités ont été particulièrement victimes d'un système où finalement elles sont ravalées au statut de citoyens de seconde zone. Alors dans ce contexte, évidemment, les attaques terroristes de Pulwama ont été une aubaine pour le gouvernement Modi, puisqu'il a pu montrer combien la menace extérieure et intérieure, puisque n'oubliez jamais qu'à Pulwama, c'est un djihadiste indien qui a tué 41 soldats, et non pas un djihadiste pakistanais. Donc les menaces étaient bien visibles, bien présentes. Elles ont justifié une riposte sans précédent. Jamais l'Inde n'avait utilisé son armée de l'air pour frapper aussi profondément au Pakistan. Et certes, en échange, les tirs de représailles ont fait perdre 2 appareils et 7 soldats à l'armée indienne, mais néanmoins, on a réussi, grâce à un contrôle de l'information qui est lui aussi tout à fait nouveau, à faire passer ce match nul pour une victoire. Alors, c'est ça qui est au cœur de la campagne actuellement, la menace extérieure, intérieure, islamiste, pakistanaise. Et c'est pour ça que ce que Modi promeut comme image, c'est celle du chokidar. Le chokidar, c'est le gardien, c'est le protecteur. C'est celui qui vous défend contre l'autre, contre celui qui vous menace. Bref, c'est le registre tellement connu du national-populisme, la peur de l'autre. Par parenthèse, la campagne de Netanyahou en ce moment en Israël est très, très, très voisine. Hein. Les thèmes sont très, très, très voisins. Donc la peur de l'autre qui permet de regrouper derrière soi. Alors, contre la menace et aussi contre les voleurs. Le chokidar, c'est celui qui fait le pied de grue avec son lahti toute la nuit dans les colonies de la classe moyenne pour protéger de ceux qui vont venir vous dérober vos bijoux de famille. Eh bien, c'est ça. C'est aussi ça, le chokidar. C'est celui qui va vous protéger de la corruption, de ceux qui sont déjà partis pour piller l'Inde, qui l'ont déjà pillé. C'est le Congrès que l'on désigne comme non seulement une dynastie, mais aussi une dynastie corrompue. C'est une campagne contre. Hein. Modi fait une campagne contre le Pakistan, contre les Nehru-Gandhi, beaucoup plus que pour. Les propositions sont très très peu fréquentes et très très peu nouvelles. Ça, c'est une campagne qui rappelle pour le coup celle de Trump, qui a passé tout son temps à démolir son adversaire plutôt qu'à proposer quelque chose de concret et de surtout sophistiqué en termes de politique publique. Il n'y a pas de politique publique. Le national-populisme ne se conjugue pas à la politique publique. Alors en face, c'est carrément le contraire, mais on verra que ce n'est pas ce qui rapporte le plus ces temps-ci que d'avoir des idées et des programmes. Le Congrès a produit un programme d'une longueur
absolument inégalé dans l'histoire de l'Inde démocratique. Il faut vraiment une loupe pour le lire si on veut voir les petites lignes et les notes de bas de page et les chiffres. Ça fait vraiment beaucoup de pages avec, je dirais, des têtes de chapitre qui sont parfois connues. Lutte contre la pauvreté, remise en œuvre du revenu pour les pauvres que Modi a largement écorné, le fameux NREGA, le NREGA, qui permettait quand même à des millions d'Indiens de survivre, alors que nous retrouvons dans certaines zones, la campagne le montre d'ailleurs, des disettes, voire des famines, et le Jharkhand se révèle être une zone de famine aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des élections pour qu'on s'en rende compte. De même, prix plus rémunérateur pour les paysans, puisque l'un des objectifs de Modi était de ne pas faire payer trop cher leur alimentation aux urbains, ses électeurs, et de fait, on a baissé les prix d'achat du produit agricole. Ça, c'est le volet lutte contre la pauvreté, revenu universel, je ne peux pas ne pas le citer, puisque Thomas Piketty a été un des aspirateurs et un des conseillers d'ailleurs. Donc, étant à l'ENS, il ne faut pas négliger de rendre à César ce qui lui appartient. Le revenu universel est au programme du Congrès. Plus original et plus important encore, tout un volet décentralisation municipale. Les villes indiennes crèvent de n'avoir aucune autonomie. Les maires des villes indiennes, même quand elles font 15 millions d'habitants, n'ont pas de pouvoir. On leur en donnerait enfin. Troisièmement, défense des libertés. Le Congrès revisite des lois liberticides qui permettent notamment à l'armée au Cachemire et dans le Nord-Est de frapper en toute impunité, de violer en toute impunité, de torturer en toute impunité. Ces lois seraient amendées, et notamment la Armed Forces Special Power Act. Quatrièmement, abolition des electoral bonds, qui font qu'aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs l'ancien chef de la commission électorale ce matin, on a légalisé le capitalisme de complaisance, le crony capitalism. L'electoral bond dit quoi? Vous pouvez désormais donner à un parti politique anonymement. Mais je pense que celui qui reçoit sait qui donne. C'est l'essentiel. Et Dieu sait si cette élection coûtera probablement aussi cher que la dernière, 2 milliards de dollars suivant les estimations les plus conservatrices. Les élections indiennes coûtent maintenant presque aussi cher que les élections américaines. Quatrième volet, et je termine par là dans mon énumération, mais ce n'est pas sans intérêt vu les graphiques que nous venons de voir, doubler la part du PNB consacrée à la santé qui est à un niveau absolument indigne, doubler la part de l'éducation dans le PNB, on passerait de 3 à 6%, ce qui serait déjà quelque chose d'important. Alors ça, ce sont les thèmes. Ce sont les thèmes que surtout le Congrès a mis en avant. Maintenant, et c'est ça qui fait que la campagne est aussi indécise, voire pliée d'avance, ce Congrès apparaît encore à la peine de 2 points de vue. Face à Modi, dans le rôle du chokidar, Rahul Gandhi, qui est un team player, ne fait pas le poids, et c'est bien le problème. Quand l'élection se joue sur la sécurité nationale, peu importe à la limite le développement que vous promettez, puisque de toute façon, il faut encore que la nation existe pour que le développement ait lieu. Donc il faut surtout défendre la nation. Et dernier point, c'est un Congrès qui n'a pas su ou voulu nouer les alliances qui rendaient son challenger crédible. Le Congrès, est-ce que c'est parce qu'il veut redevenir le Grand All Party d'hier? Est-ce que c'est parce qu'il prépare le coup d'après et que cette élection-là, c'est juste le début de la reconquête? Est-ce que c'est parce que les partis régionaux qu'il a contactés n'ont pas voulu partager les sièges avec lui? On peut penser que c'était le cas en Uttar Pradesh. Quelle que soit la réponse qu'on apporte à cette question, on se retrouve avec un nombre de triangulaires, voire de quadrangulaires, tellement important que le Congrès ne risque pas de recueillir la majorité absolue. Ce sera une vraie surprise s'il en est ainsi. Et c'est donc en quelque sorte une élection beaucoup plus disputée que la précédente, où le Congrès a enfin un chef, parce qu'il est en plus de ça président pour de bon maintenant, Rahul Gandhi, mais où la campagne ne permet guère que de remettre sur le tapis des enjeux qu'un jour ou l'autre, il va bien que l'Inde considère, sauf si elle rentre dans le cycle des États sécuritaires,
qui vivent, comme le Pakistan par exemple, dans la peur permanente et justifient du coup la mise entre parenthèses de la démocratie parce que la priorité est ailleurs, parce que la priorité est dans la sécurité nationale. Merci Christophe. Je passe maintenant la parole à Jean-Luc Racine qui, lui, va nous dresser un bilan de la politique étrangère de Modi et de la dimension géopolitique de ces élections.